Donc on va attaquer. Donc je disais bonjour à tous et à toutes. Donc on a un atelier sur l'installation et plus particulièrement sur l'accompagnement des projets agricoles qui sont, enfin les accompagnements des projets agricoles qui sont réalisés dans le réseau. Alors, dans le réseau, on parle d'accompagnement et on parle pas de conseil. C'est-à-dire on a toute une catégorie de personnes qui aujourd'hui veulent rentrer en agriculture, veulent s'installer et bah, pour devenir paysan, le parcours n'est pas facile. Et donc, face aux politiques qui ont institutionnalisé le conseil pour s'installer en agriculture, l'ensemble des réseaux de la Confédération paysanne et de la FADEAR ont monté tout un processus parallèle d'accompagnement, tout un travail de qualité, tout un travail qui demande beaucoup de mobilisation et beaucoup d'efforts de la part de nombreux militants et militantes de l'agriculture paysanne et qui mobilise sur le terrain. Aujourd'hui, ça fait une quinzaine d'années à peu près que tout ce travail-là s'est mis en place. Et l'idée, c'était pour les 30 ans de proposer un atelier où on va discuter avec vous sur finalement, est-ce que cet accompagnement tel qu'il s'est monté, parallèlement à ce qui peut se faire dans les chambres d'agriculture, il nous convient et est-ce qu'il permet de nourrir le projet d'une agriculture paysanne avec de nombreux paysans et surtout, quelles peuvent être les modalités envisagées pour améliorer une situation qui nous paraît pas toujours satisfaisante et qui revient en tout cas beaucoup dans nos réseaux, qui est de dire on voit plein de jeunes, certains s'installent, d'autres ne s'installent pas pour différentes raisons, mais en tout cas on en voit passer beaucoup. Et puis derrière, c'est pas forcément des jeunes qui viennent grossir les rangs des militants, des ADR, de la Confédération paysanne. Et, euh, et est-ce il y a quelque chose à améliorer? Est-ce que finalement l'accompagnement qu'on fait, on pourrait même dire, pour se faire l'avocat du diable, il dessert pas notre projet, puisque si les gens galèrent, après ils vont avoir envie de s'engager pour dire il faut changer les politiques, et puis quand ils arrivent et qu'ils ont un super parcours tout beau clé en main, ils se disent tout va bien, et puis ils vont pas, et puis derrière ils ont moins l'envie de s'engager. Voilà, c'est pour donner un point de vue inverse et pousser un petit peu sur la façon dont on veut amorcer ce débat sur comment on peut penser aujourd'hui un accompagnement en agriculture qui permette de venir renforcer les rangs militants dans nos associations. Donc, on a trois personnes qui vont intervenir pour présenter ce que font aujourd'hui nos réseaux sur ces questions. Donc, Jérôme, qui est porteur de projet, qui va s'installer prochainement et qui va expliquer un petit peu comment ça se passe dans son département et comment lui, il a pu vivre son accompagnement et ce qu'il voit de l'action de l'ADR en tant que porteur de projet pour lui et pour les autres autour de lui. Gaëlle, qui est présidente d'une ADR de la Maison des paysans de Dordogne, et donc qui va montrer comment un petit peu pour celles et ceux qui ne connaissent pas, et puis pour ceux qui connaissent mais qui ne connaissent pas le fonctionnement en Dordogne, parce que tout le monde n'a pas le même fonctionnement, va revenir sur les activités et la façon dont c'est structuré. Et puis Michel, qui est responsable de la commission installation à la Confédération paysanne, et donc montrer comment à la fois les ADR et la Confédération paysanne travaillent main dans la main, d'un côté syndical et d'un côté développement, pour défendre aussi d'autres politiques et pour donner des moyens à nos réseaux pour réaliser le travail de qualité qu'on essaie de faire auprès des porteurs de projets. Et donc moi-même qui anime l'atelier, Mathieu, je suis animateur à la Confédération paysanne. Et donc on va présenter un petit peu pour vous remettre dans le bain ou vous expliquer tout ce qui se fait aujourd'hui dans nos réseaux sur l'accompagnement à l'installation. Et ensuite, on reprendra je redirai précisément les questions qu'on se pose, les problématiques, et puis on fera des petits groupes de travail pour y réfléchir, pour voir vos idées, vos points de vue sur ces questions, et on synthétisera tout ça pour finir et pour partager les réflexions. Donc je laisse la parole à Jérôme sur son parcours et sur ce que ça fait en tant que porteur de projet de croiser l'ADR. Comme Mathieu l'a dit, donc je suis en cours d'installation. Ça fait un an maintenant, un an et demi que je suis sur une ferme, donc pour m'installer avec des vaches, des chèvres et des brebis
production laitière et fromagère, vente directe, tout en bio. Et depuis 1 an, je suis en contrat de parrainage. Donc, c'est-à-dire, c'est un statut qui permet de se tester en fait sur une ferme avant de s'installer. Donc, financé par la région. Et ce CEFI-là, ce contrat de parrainage, il est pris en charge par l'ADR. Donc, en fait, j'avais le choix entre l'ADR et la Chambre d'agriculture. Moi, j'étais déjà engagé auprès de la conf et de l'ADR. Du coup, je voulais aller vers cette structure-là, même si je savais qu'au niveau de la Chambre d'agriculture, il y avait quelqu'un de bien qui pouvait bien nous suivre et qu'au niveau de l'ADR, c'était plus compliqué. Donc en fait, c'est ce qui se passe, c'est qu'il y a un suivi qui est très minimaliste par l'ADR parce que en fait, les moyens qu'ils ont pour faire ce suivi leur permet de faire surtout le suivi administratif et le suivi humain. Ils mettent là où il y a vraiment des besoins, quoi. Donc nous, ça va, ça se passe bien. Et ils vont mettre du coup plus de temps et de moyens sur des fermes où il y a des difficultés. Et après, sur le fonctionnement au niveau de notre département, c'est vraiment en lien avec ça déjà le manque de moyens, que ce soit humain ou au niveau financier, c'est vraiment un frein pour eux. Ce qui ne leur permet pas de faire tout l'accompagnement et tout le travail qu'ils pourraient et peut-être qu'ils devraient faire. Et malgré tout ça, ils essayent, ils le font même, ils accueillent tout le monde, vraiment tous ceux qui viennent, même s'il n'y a jamais assez de temps. Et pour répondre un peu aussi aux questions qu'il a exposées, qu'on va discuter après, c'est ce qui fait aussi qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas performants non plus pour intéresser les gens et pour prendre du temps pour les sensibiliser à l'agriculture paysanne et surtout au militantisme derrière pour faire venir grossir les rangs. En fait, c'est un peu un cercle vicieux où en même temps on a besoin de gens, on a besoin de sous, et en même temps on n'a pas le temps pour les amener ici en fait. Et aussi le résultat, c'est qu'il y a beaucoup un travail de surface qui est fait. Donc beaucoup d'accueil, beaucoup d'appels et des réponses. Enfin, c'est surtout du réponse à des gens qui veulent s'installer, mais pas forcément des projets agricoles. Il y a aussi beaucoup des projets vivriers ou beaucoup de toute façon des projets en fait qui peuvent pas passer par la chambre, qui sont éjectés du point accueil installation directement en fait. Donc il y a aussi ce travail là. Et finalement pour conclure un peu là où ils essayent d'agir et où là ils se rendent compte que vraiment ils peuvent bouger un peu les gens, c'est vraiment par des moments plus ponctuels en fait. Le manque il est sur la durée, ponctuellement sur des manifestations, en organisant des cafés paysans. Là on arrive à faire se rencontrer les gens, on arrive à faire ouais c'est ça en fait, à faire se rencontrer les gens et à faire bouger les gens. Mais en dehors de ça c'est quand même assez tendu. Voilà, merci. Merci. Du coup, Gaël, toi, un petit peu si tu peux nous expliquer comment ça se passe et comment vous êtes structuré au sein de la Maison des Paysans en Dordogne pour répondre à toutes ces personnes qui arrivent et qui ont besoin d'accompagnement pour s'installer. Bonjour. À la Maison des Paysans, c'est un peu comme en Ariège, c'est l'idée d'accueillir tous les porteurs de projets, à la base plus ceux qui se font jeter de la chambre parce qu'ils sont trop atypiques. Depuis 2015, la Maison des Paysans est agréée pour l'accompagnement des porteurs de projets, donc c'est plus structuré et il y a aussi un financement. Dans l'accompagnement, si les personnes qui arrivent sont pas... Enfin, ils n'arrivent pas chez nous par hasard, donc il y a quand même une idée de l'agriculture paysanne, mais en tout cas, dans la manière de les accompagner, toutes les questions sur l'accompagnement tournent autour de l'agriculture paysanne pour les amener à s'y pencher et s'y rapprocher. On pourrait espérer que ça étoffe le militantisme, en définitive, pas vraiment. C'est-à-dire peut-être que l'ADR est un service rendu pour le porteur de projet, mais on n'arrive pas à l'impliquer où chacun a envie de vivre ce qu'il a envie de vivre sur sa ferme et pas forcément... c'est dur d'essaimer si on reste chacun bloqué sur nos fermes. Ce serait l'idée d'essayer de rendre plus actifs les participations. En Dordogne, on fait des cafés paysans qui sont délocalisés sur certains lieux du département, ce qui permet qu'il y ait des gens qui se retrouvent dans des groupes sur des thématiques de leur choix. Donc ça crée quand même des synergies. C'est pouvoir peut-être essayer d'enrichir ça. Je suis pas très à l'aise pour parler. Non.
Alors, vas-y. Malgré les notes, j'ai quand même oublié un truc qui était marqué et qui est important. En plus, ça rebondit sur ce que tu étais en train de dire. Il y a quelque chose qui est ressorti moi, quand j'ai parlé avec la personne qui gère l'ADR chez nous, c'est la notion de client. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent et en fait qui consomment un peu un service, et c'est là où c'est difficile de les intéresser et de les mener à autre chose, parce que justement il y a ce lien-là qui n'arrive pas à être créé parce que voilà, on est dans de la consommation en fait. Et c'est comment on arrive à... c'est le changement de société qu'on a envie en fait. C'est sortir de ces relations de clientélisme entre les gens. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on a envie de répondre à des clients? Oui. Michel, donc en tant que responsable de la commission installation à la Confédération paysanne, si tu peux nous dire un petit peu les grandes victoires et puis les combats que mène la Conf sur l'installation et pour faire vivre cette idée d'accompagnement de tous les porteurs de projets. Oui, bonjour à tous. Donc je vais vous parler à la fois de ce que fait la Conf et en même temps ce sera lié avec ce que fait la FADEAR parce que les ADR font partie de la FADEAR. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que la Confédération paysanne, il y a déjà longtemps, s'intéresse bien évidemment à l'installation des paysans et surtout de nouveaux paysans, puisque si on veut 5 petites fermes plutôt qu'une grande, eh ben, il faut absolument qu'il y ait des nouveaux. Et la Confédération paysanne a participé à l'élaboration du PPP il y a déjà un certain nombre d'années. Moi, j'étais pas à ce moment-là à la commission installation, parcours personnalisé de professionnalisation, parce qu'on pensait que ça allait être mieux. En fait, on s'est fait un peu avoir, puisque ensuite, je vais vite, hein, mais à la suite de ça, il s'est créé les PII, points information installation, qui ont été attribués très rapidement au JA, et point. Et donc là, à ce moment-là, la conf a dit ah non. C'est là où on a compris que quand on l'avait déjà compris avant, mais on s'est dit si c'est les JA, l'installation, ça va être pour installer des gens qui ne font pas cette agriculture que nous, on veut, c'est-à-dire l'agriculture paysanne. Il n'y aura qu'une seule forme d'agriculture. Les nouveaux paysans, ce sera une seule forme d'agriculture. Donc on s'est battu dès qu'il y a eu, alors je crois que c'était 2008 à ce moment-là, dès que les pays ont été instaurés, et on s'est battu de différentes façons dans les départements. Par exemple, il y en a qui ont fait, un peu fictivement parce que c'était pas officiel, mais un deuxième pays. Il y avait le pays officiel et puis le deuxième pays qui travaillait mieux. Il y en a qui ont fait un recours devant le tribunal administratif, etc. Bon, donc nous en Dordogne, on a créé une structure qui avait demandé, parce que pour être pays, il fallait quand même faire un appel à projet. Et ils n'ont pas pu le donner au JA parce que nous, on l'avait demandé. Ils se sont dit, bah non, c'est pas possible. Nous, on avait demandé que ce soit la Chambre. Et du coup, la Chambre a refusé. Et on a dit à la Chambre, bah, on vous laisse un an pour réfléchir, puis après, on verra si vous le prenez. Et finalement, au bout d'un an, la Chambre l'a pris. Et la structure que nous, on avait créée n'a pas eu ce pays. Pour vous dire, à chaque fois, c'est très difficile pour nous donner quelque chose aux gens de la conf, aux proches de la conf. Alors, donc, ceux qui travaillent sur l'installation, il y a les deux structures. Il y a les structures FADEAR, ADR, ceux qui font de l'accompagnement à l'installation, qui font du développement, comme l'a dit Mathieu, et la conf. Donc Mathieu est pour l'instant encore un petit peu animateur à la conf. Et donc là, c'est la défense de tout ce qu'on nous refuse. Donc par exemple, les ADR qui veulent par exemple gérer quelque chose autour de l'installation, obtenir d'être reconnus, c'est la conf qui se bat davantage au niveau syndical pour que les ADR soient reconnus, par exemple. Pour vous expliquer, vous savez déjà, mais bon. Alors, ce qui s'est passé ensuite, donc les pays se sont mis en place K1, KA. Il y a dans certains départements, les ADR étaient présents et existaient parce qu'il y a des départements où il n'y a pas d'ADR. Ceux qui font de l'accompagnement de l'installation, il n'y a pas que les ADR en dehors des chambres. Moi, je ne parle pas des chambres, ils ne font pas de l'accompagnement, eux. Mais il y a par exemple des CIVAM, il y a d'autres structures qui font d'ailleurs partie d'Impact, qui accompagnent à l'installation et qui font du très bon travail aussi, avec lesquels les ADR travaillent, où il n'y a pas d'ADR quand, par exemple, un CIVAM il n'y a pas besoin que l'ADR se crée pour faire l'accompagnement à l'installation, si il y a des CIVAM qui le font. Et les ADR peuvent faire autre chose que de l'accompagnement à l'installation. Alors, dès 2012, à la suite de la venue de Le Foll au ministère de l'Agriculture, il y a eu les assises de l'installation. Alors ça a duré à peu près un an. Je me souviens, dans les dates, je vais peut-être un peu c'est pas tout à fait juste peut-être. Et là, il y a eu tout un travail, toutes les organisations ont été invitées. Et ça, c'était absolument extraordinaire. C'était un peu comme une constituante de l'installation en agriculture. Et donc, on pouvait discuter aussi bien. Et là, on n'était plus minoritaire.
Parce que comme toutes les structures étaient invitées, il y avait donc toutes les structures d'impact, il y avait bien sûr, donc, dont la FADEA, il y avait bien sûr la CONF, il y avait le MODEF, il y avait les JA, il y avait la FNSEA, la PCA, etc. Mais on était plus minoritaire, on n'avait pas une voix sur 40, on avait à peu près la moitié des voix. Il n'y avait pas de vote, mais on a mené nos propositions. Et donc, à la suite de ça, on peut dire qu'il y a des choses qui ont été reconnues, notamment la diversité des formes d'agriculture, la diversité des projets. Et là, c'était vraiment super parce qu'on s'est dit, puisqu'il y a beaucoup de projets, et là, le ministère l'a reconnu, il faut qu'il y ait des structures différentes qui accompagnent ces projets. Parce qu'on ne peut pas accompagner un projet productiviste quand on est ADR, peut-être. En revanche, on peut... je parle avec le fonctionnement dans la tête du ministère. Et en revanche, les chambres ne peuvent pas accompagner des projets, comme ils disent, atypiques. Nous, on n'aime pas ces mots-là, ou alternatifs. Donc, il faut qu'il y ait des structures qui le fassent. Donc, ils ont quand même reconnu qu'il y a besoin de paysans et qu'il fallait des structures comme les nôtres pour que ces paysans puissent s'installer. Donc ça, pour moi, c'était vraiment une victoire parce qu'on ne l'entendait pas avant. Donc ensuite, quand on accompagne les paysans, donc tout à l'heure, Jérôme l'a dit, les ADR, il y a besoin d'animateurs, d'argent et donc des heures de travail et qu'on n'a pas toujours. Donc dans ces assises, ça a quand même été reconnu. Et donc ce qui était avant le PIDIL, alors je me souviens plus ce que ça veut dire, hein, ce PIDIL, c'était de l'argent qui était donné pour les initiatives locales. Le IL, ça doit vouloir dire ça. Et c'était pour l'installation. Donc il y avait par exemple les contrats de parrainage, il y avait des projets de café installation. On était financé aussi par le PIDIL. Mais c'est devenu l'AITA à la suite de ces assises. Et donc c'est de l'accompagnement, installation, transmission en agriculture. Donc là, il y a aussi de l'argent et on peut être structure reconnue pour faire de l'accompagnement. C'est ce qu'a dit Gaëlle tout à l'heure. Et ça, c'est aussi une victoire. Et on peut avoir de l'argent. Alors, nous, on n'a jamais assez, bien sûr. Hein. Vous comprenez bien que nos animateurs, il faut les payer. Hein. Puis ils sont payés cher, hein, c'est pour ça. Et donc, on a besoin d'argent. Et on réussit à en obtenir, pas suffisamment. Ce qu'il y a, c'est que ça passe aussi par les régions. Et comme quand il y a des très grandes régions, comme par exemple nous, on est en Nouvelle-Aquitaine, c'est une très grande région, il faut qu'on se mette tous d'accord pour avoir cet argent. Donc, vous voyez, c'est compliqué, mais n'empêche que ça existe davantage qu'avant. Donc ça fait partie des victoires. Autre victoire, c'est ce qui concerne la DJA, dotation jeunes agriculteurs. On a réussi à obtenir pas tout ce qu'on voulait, notamment il y a toujours ce diplôme qui est vraiment une barrière si on n'a pas tel diplôme, ou alors il faut passer ce qu'on appelle VAE, validation des acquis et des expériences, ou alors un BPREA. Donc il faut avoir cette compétence agricole. Si on est considéré comme pas compétent, on n'a pas droit aux aides, etc. Être reconnu par la SAFER pour avoir des terres, par exemple. Ce qui est peut-être plus grave que de ne pas avoir la DGA. Et d'autre part, on a réussi à obtenir, ce qui a été un peu effacé dernièrement par les JA malheureusement, on a réussi à obtenir qu'il y avait des modulations de la DGA qui étaient des modulations comme par exemple, vous êtes en agroécologie, certes c'est l'agroécologie de Le Foll, mais dans cette agroécologie, il y avait quand même l'agriculture biologique, etc. Vous avez plus de DGA. Vous êtes un futur agriculteur hors cadre familial, vous avez plus de DGA. Vous faites... Mathieu va peut-être m'aider. Enfin bon, il y avait plusieurs critères comme ça qui étaient favorables aux nos projets atypiques. La valeur ajoutée, voilà. Vous créez de la valeur ajoutée, par exemple, vous faites un atelier, vous allez faire de la vente directe, vous travaillez en collectif, etc. Donc il y avait plein de choses qu'on avait réussi à obtenir. Les JA, au début, ils ne se sont pas rendus compte, il paraît que je suis filmée, il ne faut peut-être pas que je dise ça, mais que nos projets, entre guillemets, allaient avoir plus d'argent que leurs projets. Au bout d'un an et quelques, quand ils s'en sont rendus compte, ils ont réclamé un nouveau critère qui s'appelle l'investissement comme par hasard. Donc ce qui fait qu'ils piquent pas mal de fric pour leur investissement et il en a moins pour l'agroécologie et la valeur ajoutée. Bon, mais donc, malgré tout, on a obtenu certaines choses. Donc moi, je trouve que c'est quand même assez bien. On a aussi obtenu que des choses qu'on demande à les assises soient inscrites dans la loi d'avenir, notamment, ça a été dit ce matin, je ne sais plus dans quel atelier, que c'est plus une surface minimum d'installation qu'il faut pour s'installer, mais c'est plusieurs critères réunis, comme par exemple des heures de travail. On dit, moi, je transforme mes légumes en je sais pas quoi, en soupe, mes fruits en confiture, enfin bon, ou mon lait en fromage. J'ai donc des heures de travail qui n'ont rien à voir avec la surface. Et donc, ces heures s'ajoutent à la surface. On n'a plus besoin d'une SMI. C'est une activité minimale d'assujettissement qu'il faut. Et donc, ça, c'est un progrès aussi. Parce qu'il n'y a pratiquement plus personne qui peut dire « je ne peux pas m'installer parce que je n'ai pas la surface ». Certes, il faut quand même du foncier. Hein. Je ne dis pas qu'il faut zéro. Mais on peut avoir des droits sociaux à taux plein, même si on a une toute petite surface.
Bon, voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon je suis trop bavarde. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que souvent dans les ADR, ce qui nous désespère, c'est que les gens qui s'installent, après, ils sont très bousculés, ils ont plein de travail, ils viennent juste de s'installer, on comprend ce que c'est. Et après, on ne les voit plus au niveau syndical, beaucoup. Et ça nous chagrine beaucoup. Parce que si on fait ça, c'est par conviction, il y en a besoin d'autres gens qui aient les mêmes convictions et qui nous rejoignent une fois qu'ils sont paysans, comme ils étaient là quand ils n'étaient pas paysans. Merci d'avoir repris la problématique à la fin. Juste avant de vous savoir si vous avez des questions, Gaëlle complète son intervention. Merci. Je voulais rajouter que les porteurs de projets qui s'adressent à la Maison des Paysans, ils n'arrivent pas chez nous par hasard, c'est bien parce qu'ils ont les valeurs de l'agriculture paysanne et que les sollicitations sont croissantes. Donc de plus en plus de porteurs de projets ont les valeurs de l'agriculture paysanne. Et de fait, quand on leur présente ces valeurs-là et qu'on leur présente le lien entre l'ADR et la conf, ils comprennent d'adhérer à la conf et ils adhèrent. Par contre, s'ils ne s'impliquent pas, ils disent que c'est par manque de temps. Et parfois aussi, ils ne se retrouvent pas dans le syndicat. C'est-à-dire que s'ils ont du temps, ils le mettront peut-être dans une asso, mais pas dans le syndicat. Donc ça soulève la question, qu'est-ce que renvoie le syndicat aux porteurs de projets d'aujourd'hui? Voilà. Merci. Ok, donc voilà. Et s'il y a quelques questions, levez la main pour que les deux personnes qui portent les micros puissent vous identifier. On va pouvoir y répondre pour finir d'expliquer le contexte, de comprendre. Et après, l'idée, voilà, c'est de réfléchir ensemble et en sous-groupe. Oui, bonjour. Vous avez parlé, concernant la Maison des Paysans, de gens qui viennent vous voir pour des projets vivriers. Et donc, est-ce que ces projets vivriers, ils donnent droit à... je crois que c'était vous, il me semble, OCL, madame. Et donc, est-ce que ça donne droit à la DJA, la dotation jeune agriculteur? Absolument pas. C'est un travail qui est... cette partie-là du travail, en fait, elle est bénévole, quoi. C'est répondre à des porteurs de projets qui ont des projets qui sortent du cadre, mais qui ont quand même des besoins et des questionnements. Donc l'ADR, chez nous, fait ce travail-là, même si il n'y a pas de rémunération vraiment pour ça, en fait. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, l'argent qui est donné pour la DGA, c'est l'argent qui vient en partie de l'Europe. Et donc, ils considèrent que le projet doit être professionnel, comme tu as un métier et tu sors une valeur ajoutée. Et pour ça, les pouvoirs publics, c'est de l'argent public qu'on te donne. Si c'est pour... c'est comme quelqu'un qui ferait en plus de son métier un jardin, on ne va pas lui donner de l'argent public pour ça. Voilà. Je ne sais pas ce que tu entends par vivrier. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des échanges commerciaux ensuite et tout ça. Voilà. Oui, ça marche. Oui. Ma question portait sur l'extension éventuelle de la DGA à tous les porteurs de projets, quel que soit leur âge. Parce que dans mon cas, je viens de céder mon exploitation à un couple qui a une cinquantaine d'années. Je ne dis pas qu'il avait besoin de la même DGA que quelqu'un de plus jeune, il a pu mettre de l'argent de côté. Il n'empêche qu'il participe autant qu'un plus jeune à la vitalité du milieu et au maintien des actifs sur le territoire. Je voulais savoir la réflexion de la Confédération paysanne sur ce sujet. Nous, on a réclamé à ce que ce soit étendu puisque la barrière, c'est 40 ans. Et ça, c'est une barrière qui vient de l'Europe. Comme l'argent de la DGA vient en partie de l'Europe, en grosse partie de l'Europe, l'Europe ne veut pas. En revanche, la France pourrait faire... Il y a des départements qui le font d'ailleurs. Quand il y avait encore des départements qui avaient une compétence agricole, c'est-à-dire c'est du passé. Je ne sais pas si ça se fait dans certaines régions. Et c'est vrai que nous, la Confédération paysanne, on réclamait que cette barrière soit reculée. Pas forcément d'aller... mais qu'elle soit reculée parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens deviennent paysans après avoir fait une première vie professionnelle dans un autre métier. Alors la réponse du ministère, c'est que s'ils ont déjà travaillé avant, ils ont pu mettre un petit magot de côté, donc c'est leur DGA. S'ils ont travaillé, ils ont aussi ils ont accumulé je sais plus, c'est comme si c'était une formation, quoi. Ils peuvent mettre un capital formation, qu'ils peuvent mettre, ça fait comme une DGA. Enfin bon, ils veulent pas. Nous, on essaye toujours qu'ils repoussent un peu, mais pour le moment, on n'a pas réussi. On disait au moins 45 ans, voilà. 50 ans, on n'est pas allé jusqu'à 50 ans, mais déjà 45 ans, on aurait trouvé bien. Oui, nous dans le Béarn, on a beaucoup de porteurs de projets qui viennent nous voir et avec des projets que moi je connais, que j'appelle permaculturels, mais je ne sais pas exactement comment les définir, mais en maraîchage
Et du coup, je voulais savoir un peu des retours d'expérience des autres, de comment gérer ces porteurs de projets, sachant que nous, localement, en tout cas, on n'a pas trop les compétences pour suivre ce type de projet-là, que économiquement, la vivabilité de ces projets-là, on a du mal à l'estimer. Et du coup, comment accompagner des gens vers un modèle agricole qu'on ne connaît pas et qu'on ne sait pas s'ils vont pouvoir s'y réaliser vraiment. Et d'un autre côté, qui on est pour pouvoir juger. Et voilà, jusqu'où accompagner, ne pas accompagner des choses sur lesquelles qu'on ne sait pas bien gérer, quoi. Alors, tu as prononcé exactement une des questions que j'allais soumettre au débat ensuite. Donc, je propose que les gens qui ont envie de discuter avec toi de cette question viennent dans ton groupe et que vous nous présentiez le résultat de vos réflexions par la suite. Il y a effectivement, c'est quelque chose d'assez structurel, en tout cas pour une première piste de réponse à l'ensemble des ADR aujourd'hui, ce questionnement. Et il n'y a pas de vraie réponse aujourd'hui encore de structurer. Pour le coup, nous, en Dordogne, c'est pareil, il y a beaucoup de projets permaculturels et les animatrices de la Maison des Paysans sont allées en formation bec et loin pour pouvoir mieux maîtriser le sujet. Bonjour. Question concernant, en termes pour les ADR, quand vous vous occupez d'un dossier d'installation, est-ce que vous posez le dossier en commission? Est-ce que c'est vous qui soutenez le dossier d'installation en commission? Et est-ce que, chez nous, dans le Jura, en Franche-Comté, les chambres d'agriculture facturent plus de 2 000 € le dossier d'installation. On a un point info installation qui est verrouillé par les JA. Du coup, aucune autre structure a accès à de l'accompagnement et à du dépôt de dossier. Je voulais savoir si les ADR avaient accès, comment les ADR ont accès à un listing ou à des contacts. Et est-ce qu'elles déposent le dossier en commission? Et dans ce cas-là, est-ce qu'elles facturent quelque chose pour l'accompagnement et le soutien, le dépôt du dossier en commission? Je peux parler pour l'ADR de la Dordogne. C'est pas les prix de la chambre, mais il y a quand même une partie qui est financée par le porteur de projet. Le dossier donc est posé en CDOA par le porteur de projet, mais accompagné entièrement par la Maison des Paysans. Il n'y a plus de monopole de la chambre, je crois, depuis 2015, donc où le PAIT, point accueil installation transmission, a été créé et a diversifié les acteurs de l'installation. Gaëlle a tout à fait raison, mais c'est vrai que c'est pas respecté partout. Il y en a qui croient que la Chambre a encore le monopole. Enfin, ceux de la Chambre croient qu'ils ont encore le monopole. Donc, quelquefois, ils laissent pas la place, mais ils n'ont pas le droit. Et à chaque fois qu'on peut, il faut le dénoncer. Je disais que l'ADR Limousin a été agréé par la région Nouvelle-Aquitaine et on peut aider à déposer les dossiers. Et je crois que le montant qu'on prend, c'est 700 €. Il me semble, ça c'est sous réserve. Oui, bonjour. Alors moi je voulais retourner la question donc des jeunes qu'on a du mal à accompagner, enfin qui ont du mal à s'inscrire après dans la Confédération paysanne ou le syndicalisme. Je pense qu'on a un effort à faire pour les mettre en éveil sur le risque politique que portent souvent ces projets-là. Notamment, je pense au Nord Miso, là, il y a des dossiers comme ça. Et je pense qu'on n'appuie pas, il faut qu'on montre qu'eux aussi ont besoin de syndicats demain, indépendamment de leur projet. Et je crois que là-dessus, il y a un peu, je pense qu'on n'est pas assez, on doit faire un petit peu de pédagogie, d'information pour trouver les angles qui peuvent les mobiliser syndicalement. C'est vrai que ce qu'on fait aujourd'hui sur les projets vente directe, on est des fois un petit peu plus... quand on était sur des dossiers qui sont nécessaires, grande production, effectivement, notre syndicat, c'est pas là-dessus qu'il va se retrouver. Mais je pense que le syndicat, est-ce qu'ils en feront aussi, quoi. Et là-dessus, on doit appuyer un petit peu. Et par contre, j'ai une autre question. Moi, c'est en tant que militant, je trouve que par rapport à nos ambitions qu'on affiche d'installation,
on n'a pas assez de porteurs de projets. Et je trouve que voilà, les ADR sont là, ou les CIVAM, ou enfin, suivant où on est. Mais on est un peu trop. Enfin, je trouve on manque de listing encore entre guillemets, de porteurs de projets par rapport à nos ambitions. Et je trouve qu'il manque quelque chose aujourd'hui. Chez nous, voilà, la première réaction d'un porteur de projet, c'est de se tourner vers les chambres malgré tout. Il y a sans doute de la perte de militants. Il faut peut-être qu'on soit aussi plus, comment dirais-je, qu'on ait une démarche plus offensive, voilà. Juste, de quelle région? Je suis de Normandie, moi, dans la Manche. D'accord. Je vous retourne la question à tous les trois. Est-ce que vous pensez qu'on manque de porteurs de projets aujourd'hui? Moi, je crois qu'on ne manque pas de porteurs de projets. Enfin, ça dépend sans doute des départements, mais on n'arrive pas à suivre tous les porteurs de projets. On aimerait bien, on a besoin de doubler notre effectif de salariés pour pouvoir accompagner tous les porteurs de projets qui frappent à notre porte. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'en faut pas plus encore, hein, mais vraiment, je trouve que ça augmente beaucoup. C'est dû à un travail qui a été fait en amont par les gens des ADR, par exemple les cafés installations par les Gaël ou d'autres ou les sites internet ou des choses comme ça, qui fait que les gens savent maintenant de plus en plus qu'on existe et se tournent vers nous. Et moi, ça me fait penser par rapport à une discussion qu'on a eue hier sur la question des initiatives plutôt locales ou globales, etc. Qu'en fait, moi, j'ai l'impression qu'il y a des porteurs de projets, mais après, la question, c'est la dépolitisation, en fait. Et beaucoup de porteurs de projets ne sont pas politisés, et donc c'est dur de les rapprocher du syndicat. Du coup, je proposais qu'on coupe. Et il y a une dernière question de compréhension, parce que là, on glisse de plus en plus vers le débat et il faut qu'on garde du temps pour l'avoir. Mais vas-y. C'était dans cette ligne-là, c'était pour savoir pourquoi il n'y avait pas une section jeune, du coup, à la conf. Ça permettrait peut-être de garder les gens et de faire qu'ils s'impliquent un peu plus politiquement. Parce qu'il n'y a pas de jeunes. Non, pardon. Plus sérieusement. En fait, ça dépend de la volonté de la conf locale d'organiser ou pas une section jeune localement. Et certaines le font, d'autres non, parce que le besoin n'est pas identifié ou parce qu'il n'y a pas la volonté ou parce qu'il manque vraiment de jeunes. Et voilà. En tout cas, il y a des endroits où le fait de créer des sections jeunes permet de faire un dynamisme de jeunes dans la conf, une introduction plus fluide dans le syndicalisme. Au niveau national, il y a eu un groupe jeune pendant un certain temps et qui a permis à des jeunes de se former au syndicalisme entre eux de façon un peu moins formelle que le fait de rentrer dans les institutions directement là où se trouvent les décisions importantes à prendre et qui aujourd'hui s'est essoufflé aussi parce qu'ils ont fait un travail pour améliorer le recrutement des jeunes et que du coup les jeunes sont aussi de mieux en mieux intégrés dans une bonne partie des confs et parce que ces personnes-là après sont rentrées dans le syndicat et ont pris des places et il n'y a pas eu d'autres personnes qui sont arrivées avec ce besoin de ce lieu-là. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est un outil, le fait de créer une section jeune spécifique, c'est un outil qui est utilisable par les confs départementales. Certaines s'en occupent, l'utilisent. Beaucoup non aujourd'hui. Voilà. Donc je vous propose qu'on arrête là pour cette introduction et cette vision de ce que font nos réseaux aujourd'hui. Je repars de suite sur la question qui est arrivée sur le fait que est-ce que finalement c'est du rôle de l'accompagnement qu'on structure de faire une formation au syndicalisme, aux besoins du syndicalisme et tout ça. C'est un peu la question, donc vous aviez donné votre point de vue. L'idée, c'est de pouvoir en discuter, d'accord ? C'est de dire, voilà, ça fait une quinzaine d'années globalement qu'on a structuré des réseaux d'accompagnement. Le contexte a changé. Ça a été dit hier, une des plus grandes victoires sur le plan social de la conf, c'est l'arrivée de l'activité minimale d'assujettissement qui permet d'avoir le statut de paysan sans surface minimale, simplement sur un revenu sur un temps de travail déclaré et donc l'accès au métier qui est possible de façon déclarative et qui a été un gros combat de la conf et très important pour nous d'un point de vue installation.
Donc il y a ça qui a changé. Il y a une reconnaissance plus forte des projets qu'on pouvait porter. Donc là où avant, les réseaux d'accompagnement sont structurés sur un discours, nous, on accompagne tous les porteurs de projets, contrairement aux chambres qui allaient éliminer toute une partie de projets qui pour elles étaient trop atypiques, trop déjantés. Bon, du coup, voilà, nous on les accompagne tous. Maintenant, est-ce qu'on a réellement envie d'accompagner tous les projets ou est-ce qu'on a envie d'accompagner que l'agriculture paysanne? Ou est-ce qu'on n'a aussi pas peur de se faire enfermer à dire si finalement il y a une diversité de projets, il faut une diversité de structures, nous on va accompagner que ceux dont la chambre ne veut pas et puis jamais les autres aussi et jamais leur mettre des graines dans la tête quand ils arrivent à un projet normé. Donc voilà, cette question-là de finalement quel projet on a envie d'accompagner, d'accord? Est-ce qu'on doit trier les projets ou pas? Est-ce qu'on veut accompagner tous les projets ou pas dans notre réseau? Deuxième question, est-ce qu'on doit expliquer ce que c'est que l'agriculture paysanne? Est-ce qu'on doit être sûr que le porteur de projet adhère au projet d'agriculture paysanne? Ou est-ce qu'on considère que si la personne arrive de façon complètement dépolitisée, c'est pas du tout notre rôle de lui expliquer ça et qu'à partir du moment où il s'installe, il fera vivre notre projet, même si c'est pas conscient chez lui, même s'il s'engagera pas, même si on cherche pas à lui expliquer un petit peu tout ça. Et puis, dernière question, est-ce que c'est le rôle de l'accompagnement à l'installation de former au rôle du syndicalisme, à son importance, à ses luttes, à ses victoires, à faire comprendre que ce dont il bénéficie aujourd'hui, c'est le fruit d'un travail de militants et de bénévoles qui sont derrière et qui permettent ça pour qu'il ait conscience de la chance de ce qu'il a et qui est incité plus à l'engagement par la suite. Voilà, on va faire 3 groupes. Je vous propose de vous regrouper, vous retourner sur vos bancs pour faire des petits groupes. Un groupe par là, un groupe au milieu, un groupe ici. Et puis exprimez vos points de vue entre vous. On va se répartir dans les groupes, essayer d'animer, d'avoir un rapporteur et on revient d'ici une demi-heure pour présenter un petit peu vos réflexions sur comment on peut améliorer l'accompagnement à l'installation qu'on fait aujourd'hui. Voilà, à tout de suite. C'est dit sur votre groupe. Pour la présentation, j'ai rescindé les 3 questions. Alors la première question, assume-t-on de trier les projets que l'on accompagne au nom de notre projet d'agriculture paysanne? Si oui, comment? Comment? Il y a 3 points qui sont ressortis. D'abord, c'est plutôt qu'on amène le porteur de projet vers un projet viable techniquement et économiquement. Un deuxième point, c'est que l'on rencontre le porteur de projet pour qu'il se rende compte. On le pousse à faire des recherches de lui-même pour le mettre face à la réalité, pour qu'il se remette en question et qu'on arrive finalement à tendre vers un projet viable. Et enfin, un troisième point qui est ressorti, c'est que le porteur de projet, c'est lui-même finalement qui choisit l'accompagnateur plutôt que l'inverse, selon les retours d'expérience d'un porteur de projet qui avait dans le groupe.
parce que si les valeurs du porteur de projet et de l'accompagnateur sont finalement différents, c'est le porteur de projet qui ne reviendra pas de lui-même après le premier rendez-vous. Voilà, donc en conclusion sur cette première question, c'est que le porteur de projet arrive avec une idée de projet. Il y a un accompagnement progressif vers un projet viable, et avec un souci quand même de ce qui est propre, ce qui est une spécificité de l'ADR, c'est un souci de maintien des valeurs portées par le projet initial. Le projet final qui garde les valeurs du projet initial. On ne démonte pas le projet de base et les idées qui vont avec. Et ensuite, il y a toujours une deuxième phase de maturation du projet qui se poursuit après l'accompagnement. Ensuite, le second point, doit-on faire de l'adhésion à un projet de société d'agriculture paysanne la condition d'être accompagné? Donc, ce qui est ressorti, c'est que c'est encore qu'il y a le choix par le porteur de projet initialement, quand il a lui-même d'abord la connaissance de la charte agriculture paysanne, etc. Et ce qui est ressorti aussi, c'est qu'il est préférable de ne pas, il faut ne pas imposer, mais plutôt présenter l'agriculture paysanne, avoir une démarche pédagogique, plutôt que de dire bon, ton projet il colle pas, et refuser le projet, quoi. Ensuite, la dernière partie, doit-on présenter l'organisation des ADR et la conf, leur utilité, leur fonctionnement. Donc, on en a conclu qu'il est nécessaire de présenter, oui, il est nécessaire de présenter les ADR et la conf, mais en restant sur le fond et en restant neutre par rapport à l'affiche, à l'image politique, à l'étiquette que pouvait représenter la conf et l'ADR. C'est ce qui est ressorti des expériences, qu'il pouvait y avoir une certaine méfiance par rapport à cette étiquette, méfiance d'un affichage, par méconnaissance finalement de la Confédération en elle-même et des idées que porte l'ADR. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a eu une réaction ou une question de précision ou alors éventuellement, je sais pas, un désaccord dans notre atelier, ou sinon on passe à la suite. Très bien. Merci en tout cas pour cette synthèse très claire et des belles discussions. Je sais pas comment tu t'appelles. Lionel, vas-y. Donc voilà, avec notre groupe, on n'est pas parti de... On n'a pas suivi, je sais pas, on n'a pas été... voilà, on n'a pas pris les mêmes questions qui sont écrites. C'est plutôt parti de questions de confrontation à la problématique justement de l'installation, de l'accompagnement, etc. Puis du rôle des ADR. Donc il y en est ressorti plusieurs thématiques. La première, c'est dans l'ordre. Vous me corrigez, vous complétez. En plus, il y a des mots, j'arrive pas très bien à lire. Du coup, je vais essayer de deviner, mais voilà. Il y a une thématique qui est ressortie quand même pas mal, c'était sur tout ce qui est communication. Et puis de dire que voilà, dans les installations, tout le travail que la conf, on va dire, il y a le mot victoire qui ressort. Toutes les victoires qui ont permis à améliorer un cadre d'installation pour des nouveaux qui correspondent à des projets proches de la conf, c'est pas assez communiqué envers les nouveaux qui sont installés ou qui vont s'installer. Et donc voilà, il y avait ce problème-là de communiquer là-dessus, sur ce que la conf a fait et peut faire, enfin et les ADR. Et puis le travail syndical, voilà, il sert à tous. Mais comment on fait, comment on définit, est-ce qu'on part du critère jeune installé? Et puis il y avait ce qui était ressorti, c'était plutôt que jeune installé, c'était une nouvelle installée. Avec le critère d'âge de 40 ans, ça peut... Voilà, il y a des endroits où c'est plus, et du coup voilà, c'est plus la problématique de nouvelle installée que de jeune installé qui pouvait ressortir. Et ce qui était... Enfin, on voyait entre plusieurs générations là de notre groupe, et puis
ce qui se passe en région aussi. C'est la communication qu'il peut y avoir en termes de dynamique de groupe. Et on voit que il y avait une dynamique de communication plus par internet, forum, etc. Donc de manière non physique, qui pouvait exister et puis créer de la dynamique. Et il y avait aussi la dynamique qui peut être créée aussi autour d'apéros, etc., sans quelque chose avec un but vraiment très syndical, mais plus créer de la cohésion et de l'échange pour que tout le monde puisse se rencontrer et qu'il y ait une dynamique qui se fasse avec un relais de nouveaux installés et puis qui puissent prendre le relais. Et donc comment impliquer des nouveaux installés. Il y avait l'outil de la solidarité par le tutorat notamment, qui pouvait être mis en avant pour que chaque jeune qui s'installe ne soit pas seul dans son installation, mais qui soit déjà qui ait déjà un tuteur en lien avec l'ADR ou la conf qui soit là. Voilà, il y avait donc tous les blocages aussi. Les blocages qui peuvent arriver en termes d'installation, comment l'ADR peut réagir face à ça, ou comment les candidats peuvent réagir. Il y avait l'existence d'espaces tests, donc qui peuvent aider à accéder à une expérience et puis aussi une expérience en termes administratifs aussi pour pouvoir valider un droit à l'installation. Donc l'expérience par les espaces tests. Il y a la formation avec le PPREA pour avoir droit aux aides à l'installation et surtout aussi à l'accès au foncier, la priorité sur l'accès au foncier. Avec la problématique des formations actuelles où il y a une grosse baisse de financement et donc d'accès en place, du nombre de places pour les candidats aux formations qui permettent de s'installer par la suite. Et notamment concernant les formations des jeunes, il y avait quelque chose qui avait été relevé sur le manque d'évaluation des résultats de formation sur les années après. Après une formation, combien sont installés, etc. Apparemment, voilà, c'était quelque chose où il manquait de billes pour pouvoir argumenter auprès des financeurs, justifier ça. Ça, c'est un volet qui est ressorti. Alors après, on est tous de régions différentes et il y a des dynamiques, des problématiques qui sont différentes selon les régions. Donc là, c'est ce qui ressort et c'est pas des généralités, mais c'est des choses qui sont présentes sur le terrain. Et puis, il y avait la question de l'accompagnement et entre conseil et accompagnement, c'est de la mise en garde et puis d'accompagner les porteurs de projets dans des projets viables et vivables et voilà, les mettre face aux enjeux qui les attendent sans les mettre dans un moule. Sans les mettre dans un moule et les laisser libres de leurs ambitions, etc. Et puis après, il y avait l'engagement syndical. Est-ce que c'est l'accompagnement de ceux qui sont engagés syndicalement ou pas? Est-ce que les ADR accompagnent? Et là, dans les définitions, dans les missions de l'ADR, c'est quelque chose qui apparemment n'est pas dans les finalités, n'est pas défini. C'est dur de faire un compte rendu de plein de trucs. Et voilà, donc du coup, c'était accompagner, oui, ne pas donner des conseils, mais ne pas faire à la place. Et voilà, syndiquer ou pas syndiquer, du moment que pour l'instant, ça répond à des ambitions qui sont dans l'esprit de la conf et des RDR. Il n'y a pas de discrimination, on va dire, là-dessus. Voilà, j'espère que j'ai été assez synthétique. Merci beaucoup. Et oui, ce sera peut-être des décisions et un comportement et un travail qui s'homogénéisera dans les années qui viennent, dans les temps qui viennent sur cette présentation du syndicalisme. Oui, excuse-moi, je voulais dire que en fait, ça a été évident. On a posé la question plusieurs fois, est-ce qu'on trie? Et en fait, ceux qui étaient présents dans ce groupe-là ne voulaient pas trier les porteurs de projets à accompagner ou non. C'était après, c'est pour ça qu'on a beaucoup parlé ce que tu as dit, c'est tout à fait ça, hein, c'est de ce qu'on fait, espace test, pas espace test, avec diplôme, formation, etc. Mais la réponse à la question, c'était on ne trie pas dans notre groupe. Ok, est-ce que tu peux faire un tout petit peu rapide? Parce que après, on doit partir. Bon, je vais essayer d'y arriver. Nous, on n'a pas forcément trouvé les réponses aux questions. On est plus parti sur le partage de nos questionnements et pas mal des expériences des différentes régions qu'on a représentées.
Donc au niveau de la question du tri, ce qui est survenu quand même, c'était qu'il y avait un tri de toute façon qui se faisait déjà d'office en fait, par les gens qui viennent dans ce genre de structure. Donc un premier tri en fait par les structures. Après, ça se retrouvait dans la question de l'accueil. Par exemple dans la Manche où le CIVAM fait le stage 21h, on le retrouve aussi, à part exceptionnellement des personnes qui vont dans certains stages pour des questions de date, mais c'est aussi certains porteurs de projets qui vont sur ces créneaux-là. Et après, au Pays Basque, ils essayent d'accueillir tout le monde, mais des fois quand même ils se permettent de trier justement sur la question de l'impact sur l'ensemble de la société en fait, autour de la vie dans les villages autour en fait, où ils veulent pas accompagner des projets qui vont avoir un effet délétère ou mauvais sur l'ensemble sur la société autour d'eux en fait. Donc il y a une question de préservation locale. Nous, ce qui était soulevé aussi, c'est la question des compétences. Est-ce que finalement nos structures sont toujours compétents pour accompagner des projets qui sont complètement à l'opposé de ce qu'on prône? Et après, sur cette question du tri toujours, il y avait une différenciation qu'on s'est dit à faire aussi sur d'abord une première phase qui était accueil, info-installation, accueil et information, où là il fallait plutôt essayer d'accueillir tout le monde. Mais ensuite, sur le suivi, quand on le faisait, où là c'était plus compliqué, notamment était soulevée la question de dire on suit un projet qui n'est pas forcément sur l'agriculture paysanne, sur quelque chose qui ne nous convient pas, et derrière on fait un accompagnement complet, et derrière en commission, CDOA, etc., c'est des projets qu'on va pas soutenir en fait, parce que ça ne nous correspond pas, donc c'est un peu absurde. Non mais c'est bête à dire, mais c'est logique aussi. Donc mieux vaut être honnête et faire le tri en fait à ce moment-là. Après, ça avait donc la question. Je fais vite. Donc sur la question de la présentation, on n'a pas beaucoup avancé là-dessus. Il y en a qui présentaient parce que c'était important pour contextualiser en fait et savoir où est-ce que les gens atterrissaient et savoir connaître les réseaux, connaître. Enfin voilà, il y avait ça qui était important. Et sur la question de l'engagement derrière, ça a été remarqué que quand il y avait un investissement, c'était plutôt au début sur des associations qui étaient proches par rapport à leur activité, surtout pour des questions de temps en fait, et aussi d'attrait. Notamment aussi sur des questions de niveau syndical, où régionalement en fait il y a des thèmes très particuliers qui sont très prégnants. Là dans la Manche il y avait la question du lait. Chez nous en Ariège on parle beaucoup d'allaitant. Enfin c'est quand même je pense que dans pas mal d'endroits les maraîchers c'est pas facile pour eux. Ça je parle en mon nom. Et que pour garder le lien en fait ce qui pouvait marcher, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure aussi, c'est de faire des activités qui sont attrayantes en fait et qui peuvent amener les gens. Donc être attractif sur des moments ponctuels comme ça. Et le dernier truc qui était quand même pas mal, c'était de rappeler les gens et leur dire voilà, vous vous rappelez de nous, on vous a accompagné, vous voulez pas déjà cotiser et puis vous engager, et ça marche un petit peu. Merci beaucoup, merci à tous et à toutes d'avoir participé et à vous d'avoir résumé. Je pense qu'on peut vous applaudir pour cet effort de synthèse et à tous pour avoir participé. Comme simple mot de conclusion, parce qu'on est pressé de dire qu'il y a du travail de mutualisation de tout ce qui se fait dans le réseau, qui se fait au niveau de la FADEAR, et que vous pouvez y participer et apporter vos graines là-dedans, et qu'en tout cas ces réflexions-là, elles mettront de l'eau dans les moulins. Et de la même façon, il y a une commission d'installation à la Confédération paysanne qui s'occupe de continuer à militer pour d'autres politiques sur l'installation. Et j'ai apporté quelques 4 pages qui sont sur le stand de la conf sur l'installation, si vous voulez repartir avec les positions politiques de la conf sur l'installation. J'en ai mis 2-3 dans la salle. Et puis les échanges qui continuent dans les structures. Merci à tous et à toutes.